on a commencé à se filmer pas mal en skate et ensuite, naturellement, on s'est orienté vers le surf et donc son premier gros projet, ça a été Baravel et ensuite, c'est lui qui a réalisé, filmé des illusions et puis c'était parti et donc Ronan, de fil en aiguille, il en a fait aussi son métier. Tu vois, Des illusions, c'était vraiment un titre propre à l'aventure qu'on avait vécue. Ensuite, on voulait repartir justement différemment. Donc on s'était dit que d'avoir un bateau, ce serait plutôt pas mal parce qu'en Indo, on a pas mal galéré à accéder aux îles, aux spots de surf sans bateau. À chaque fois, il fallait aller voir un pêcheur, etc. Donc c'était pas simple. On a réfléchi à un nom plus générique, on va dire, qui correspondrait à toutes ces aventures-là. Donc est venue l'idée du nom de Lost in the Swell. On a eu beaucoup de bons retours, donc pour nous c'était plus facile après d'aller chercher des partenaires pour financer le voyage d'après, donc qui était les îles Salomon. Donc pareil qu'on est rentré, on a diffusé la web-série pour le coup sur YouTube, donc là on a fait notre chaîne YouTube. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, du coup, j'accueille aujourd'hui Ewen Le Goff. Bonjour Ewen. Salut. Ewen, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Ewen Le Goff, je viens de Brest, j'ai 37 ans et je fais partie de Lost in the Swell depuis ses débuts, donc depuis une dizaine d'années avec Ronan et Aurélien, deux de mes meilleurs potes. Génial. Tu pourrais nous expliquer un peu d'où elle vient cette passion pour le surf, ça commence quand? Alors, en tant que Brestois, je suis né, j'ai grandi au bord de la côte. J'ai eu l'occasion, quand j'avais une dizaine d'années, de prendre un bodyboard et de commencer à surfer sur les vagues comme ça. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir tester le surf. Et du coup, donc c'était pendant un événement en 95 à la Torche, organisé entre autres par Ronan Chatin et l'école de surf de Bretagne. Et du coup, j'ai pris un cours d'initiation. Je me suis mis debout et là, j'étais piqué par la passion. Et du coup, ça m'a pas. J'ai orienté toute ma vie autour de ça. Donc voilà. Génial. Tu as fait ça du coup toute ton enfance? C'était quoi le rythme à l'époque? Du coup, t'en faisais quand dans la semaine? Alors, habitant à Brest, j'étais pas proche des vagues ni des spots, donc c'était assez compliqué. Il fallait que je demande à mes parents de m'envoyer à chaque fois pour surfer. Et du coup, il restait à me surveiller dans la voiture parce qu'il n'y avait pas grand monde à l'époque et ils se sentaient pas de me laisser tout seul. Donc c'était pas quotidien. C'était plutôt le week-end, quelquefois le soir quand j'arrivais à les convaincre ou je les saoulais assez pour qu'ils puissent m'envoyer surfer. Et alors, comment tu progresses du coup à cette époque-là? Est-ce que tu es dans un club de surf ou est-ce que c'est juste avec tes potes à force d'aller dans l'eau tous les jours? Non, il n'y a pas de club de surf. Du coup, c'était entre potes. J'ai pas mal de potes bodyboarders. Et ensuite, la progression, je pense qu'elle a été assez lente. En tout cas, elle aurait été plus rapide si j'avais été encadré justement par un club de surf qui m'aurait apporté les bons conseils, le bon matériel, etc. Donc c'était pas une progression très rapide, mais en tout cas, j'avais surfé, c'était ce qui comptait. Et ça vient quand du coup la partie du trip, du surf trip, tu vois, à partir de quand tu commences à circuler? Et dès que tu as ton permis, parce que en Bretagne, on fait beaucoup de routes pour aller surfer. On s'adapte en fonction de la houle, du vent et de la marée, donc des conditions météo. Et donc ça nous amène à aller soit sur la côte nord, sur la côte ouest ou sur la côte sud. Et c'est tout de suite minimum une demi-heure, 1 heure de voiture. Donc chaque session en Bretagne,
c'est un surf trip en soi. Tu vis toujours à Brest aujourd'hui? Non, j'habite dans le Finistère Sud. J'ai migré pour me rapprocher des vagues. Ouais, t'as bien fait. Et ça commence quand du coup finalement les premiers gros road trips? Parce que là on parle d'une heure, mais effectivement, je suppose qu'à un moment donné, vous avez commencé à penser à faire des semaines ou des week-ends, je sais pas. Ouais, ben, en tant que surfeur, quand tu te plonges dans les magazines de surf, ben, c'est tout de suite des voyages, des vagues parfaites à l'autre bout du monde dans de l'eau chaude. Donc, pour un surfeur breton, ça donne assez envie. Premier road trip, eh ben, écoute, je suis parti au Mexique. J'avais 17 ans, j'ai rejoint un pote mexicain qui était venu pendant un an chez moi en échange international. Et donc ça c'était top, c'était assez formateur être tout seul parce que lui il bossait en fait, donc je me suis retrouvé vite perdu au milieu du Mexique avec mon sac à dos là, mais c'était vraiment formateur, c'était un trip de ouf là, j'ai vraiment eu des vagues de fou, rencontré des bonnes personnes, c'était top, et appris un peu d'espagnol au passage. Suite à ça, je suis rentré, je suis reparti en Amérique centrale après avoir eu mon brevet d'état, donc vers mes 19 ans, mon brevet d'état de surf. Là, pareil, je suis parti tout seul parce que mes potes étaient pas dispo, n'avaient pas d'argent. Et suite à ça, on est reparti avec deux potes pendant un an en road trip en Australie. Donc on a acheté un van et on a fait le tour de l'Australie, en tout cas le tour de la côte surfable pendant un an. Et en parallèle, Ronan et Aurel, eux, qui étaient restés en Bretagne, ont commencé à tourner, à mettre en place le film Baravel, donc qui est le premier film de surf en Bretagne. Et donc moi, quand je suis rentré d'Australie, je les ai aidés à finir. Et en gros, ça nous a donné un peu la méthodologie de réalisation d'un film, de recherche de partenariat. Et suite à ça, donc ça a plutôt bien marché. On bossait tous les trois pour Canna Beach. C'était 2008, la crise. Et donc, on voulait voir si on pouvait un peu sortir de ce système-là, donc de bosser, de gagner de l'argent, d'acheter à manger pour accéder à nos loisirs et voir si on pouvait pas s'isoler sur une île déserte pour essayer de survivre et surfer, donc allier notre passion à la survie. Et donc c'est ça qui a donné lieu à notre premier trip qu'on a appelé Désillusion. Donc on est parti pendant 2 mois en Indonésie et on a cherché une île où on pouvait essayer de voilà, survivre pour surfer. Ce qu'on a fait, on a appelé ça donc ouais, des illusions, donc ça porte bien son nom. C'était pas un grand succès, mais c'est ce qui a un peu mis la marche à l'étrier pour tous nos trips. Et alors comment tu les as rencontrés ces deux associés avec qui tu fais ça? C'est des amis d'enfance, tu m'as dit, mais ils viennent de quoi? De ton lycée du coup? Alors Ronan, ouais, on était en sixième ensemble. Nos pères respectifs se connaissaient un peu vu qu'ils gravitaient aussi autour du monde sous-marin. Donc le père de Mhm. Ronan est photographe sous-marin et mon père il était collectionneur de pieds lourds, donc de scaphandriers. Et Aurélien, on s'est rencontrés un peu plus sur le tard. Ronan est au lycée avec lui. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc là, c'était plutôt vers l'âge des 18-19 ans. Et tu disais à l'époque que vous bossiez tous les trois. Qu'est-ce que t'as fait comme étude du coup pour faire ce type de travail? Alors, j'ai fait des études en aquaculture. Donc, c'est apprendre voilà, les méthodes aquacoles, donc comment faire d'élevage de poissons, de crustacés, de coquillages. Et donc j'ai eu un BEP, un bac pro, et ensuite j'ai passé mon brevet d'état de surf, et un peu plus tard un CQP de skateboard. Ok. Brevet d'état, ça permet d'être moniteur en particulier, par exemple? Ouais, c'est ça. Alors faut avoir un bac. Donc l'idée c'était pour ça que ma mère m'a poussé à avoir un bac pro. J'étais pas trop motivé dans les études hein, comme Ronan ni Aurel. Mais bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir au moins un bac en poche, ce qui permet de passer d'autres examens en parallèle. Mhm. Et donc voilà, je savais pas trop quoi faire. En tout cas, je savais que je voulais surfer, donc je me suis dit que dans un premier temps, l'aquaculture, ça me permettrait de rester en lien avec la mer, et dans un second temps, être prof de surf, ben, ça me rapprocherait vraiment des vagues. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce parcours-là.
Et alors, combien de temps vous avez préparé du coup ce fameux premier séjour de 2 mois sur une île? C'est un rêve qui date il y a longtemps? Alors non, c'est une réflexion qu'on a eue en bossant avec la crise, avec l'envie de voyager et de vivre un peu différemment. Et du coup, ben écoute, on n'a pas préparé le trip pendant si longtemps que ça parce qu'il était assez simple. Donc l'idée, c'était vraiment de se faire déposer sur une île déserte et essayer de survivre. Donc en soi, au niveau préparation, ben, il fallait amener, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 40 litres d'eau, deux poules, des fusils de chasse sous-marins, nos planches de surf, de quoi filmer, un panneau solaire pour recharger les batteries. Et c'était parti. Donc à l'époque, il y avait Canna Beach qui nous ont donné un peu d'argent. Je crois que c'était 3000 balles. Donc ça nous a permis de payer les billets d'avion. Et après, on a déboursé le reste de notre poche. Donc on avait vraiment peu de budget. Donc pour le coup, on n'avait pas de téléphone satellite, pas de backup au niveau de la sécu, etc. Donc c'était un peu à l'arrache, on va dire. C'est extraordinaire. Et vous faisiez votre propre chasse et vous dormiez quoi à la Belle Étoile? Vous aviez des bâches ou des tentes? Ouais, on avait des hamacs. Donc on avait des hamacs avec des bâches qu'on tendait au-dessus. Donc là, on avait calculé d'arriver à la fin de la saison des pluies en Indonésie. C'est pas très loin de l'équateur, donc c'est vraiment humide. Et en fait, elle a duré plus longtemps que prévu. Et donc on a pris énormément de flotte. Et c'est vraiment ça qui a été dur. C'était d'être trempé du matin au soir, même si t'es sous les tropiques. C'est pas facile. Et du coup, t'es dans la boue. Dès que t'as une plaie, ça guérit pas, ça s'infecte. Et moi, je suis rentré d'Indo, j'ai contracté un chikungunya, donc j'ai eu droit à mon petit séjour à l'hôpital en prime. Aïe aïe La aïe, totale. la totale. 2 mois juste pour bien saisir, c'était quoi? C'était jusqu'à ce que vos nerfs pètent ou c'était prévu de passer 2 mois là-bas? Non, alors on a passé un mois à chercher le bon spot, parce que l'Indonésie, c'est un des pays les plus peuplés au monde, donc s'isoler, c'est pas ce qui est le plus facile. On a fini par trouver l'île idyllique, donc une petite île déserte où il y avait personne et où il y avait des vagues à surfer. Et donc là, on a demandé à un Indonésien de nous déposer avec tout notre matériel et de venir nous rechercher 40 jours plus tard. Donc, sachant qu'on n'avait pas de moyen de le contacter, bah, fallait qu'on ait quand même confiance en lui. Et au final, au bout de 20 jours, on n'en pouvait plus, on avait des plaies partout, on n'avait plus rien à manger. C'est surtout que le feu nous avait lâché, nos briquets ne marchaient plus. Donc, ça sentait un peu le sapin. Et heureusement, il y a une grosse tempête, et donc des pêcheurs sont venus s'abriter derrière l'île. Et c'est là où on leur a demandé de nous ramener sur le continent. Ah ouais, parce que sinon c'était quoi la solution pour rentrer? Et bah, il y en avait pas. Il y en avait pas. Ça aurait été faire des signaux de fumée, des feux. Je sais pas comment on aurait fait, mais non, c'était chaud. C'était chaud. Voilà. Depuis le début, on a une bonne étoile. Ça continue, donc c'est plutôt pas mal. C'est extraordinaire. Qui c'est que de vous trois le plus adepte côté film? Enfin, qui c'est qui a eu l'idée de s'en faire un film et pas juste un séjour entre potes? Alors, c'est Ronan qui filme, qui fait ça depuis tout jeune. Donc, c'est lui qui avait filmé et réalisé le film Baravel. Et donc depuis, ça fait aussi partie de ses passions et maintenant c'est son métier. Ok. Donc on a la chance d'avoir Ronan, ouais, qui est calé là-dedans et qui a bien sa patte à lui. Donc voilà, c'est des films originaux et qui ont du peps, et je pense que c'est en partie pour ça que ça marche bien aussi. Donc c'est Ronan en fait qui depuis tout jeune a pris les caméras et appareils photo de son père. Ouais. Son père, c'est un des pionniers dans la photographie, en tout cas dans l'image sous-marine. Ouais. Et donc on a commencé à se filmer pas mal en skate. Et ensuite, ben, naturellement, on s'est orienté vers le surf. Et donc son premier gros projet, ça a été Baravel. Et ensuite, et ben voilà, c'est lui qui a réalisé, filmé des illusions. Et puis c'était parti. Et donc Ronan, de fil en aiguille, il en a fait aussi son métier. Trop bien.
Et alors ça, c'est votre premier trip. Lost in the Swell, ça naît quand le concept du coup? C'est après ce road trip-là ou est-ce que c'était pas prévu peut-être? Bah, non, 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 c'était pas prévu, non. Bah, tu vois, Désillusion, c'était vraiment un titre propre à l'aventure qu'on avait vécue. Ensuite, on voulait repartir justement différemment. Donc, on s'était dit que d'avoir un bateau, ben, ce serait plutôt pas mal parce qu'en Indo, on a pas mal galéré à accéder aux îles, aux spots de surf sans bateau. À chaque fois, il fallait aller voir un pêcheur, etc. Donc, c'était pas simple. Hmm. Et donc, on a réfléchi à un nom plus générique, on va dire, qui correspondrait à toutes ces aventures-là. Donc est venue l'idée du nom de Lost in the Swell. Et ça date donc de 2007, tu m'as dit. Ouais. Et alors du coup, dans la liste, il y avait un échéancier où vous faisiez, c'est quoi? C'était un trip par an? C'est quoi le rythme que vous vous êtes donné? Et ben ensuite, donc il y a eu cette volonté de partir en bateau. Alors à chaque fois, on essaye d'apporter une notion environnementale dans nos projets. Donc tu vois, des illusions. L'idée, ben, c'était de se couper un peu de ce monde de consommation, d'aller pêcher du poisson plutôt que d'aller acheter une boîte de thon dans un supermarché. Et, Mhm. euh, et donc là, on est parti donc sur ce projet de bateau. On voulait y apporter donc, comme je te dis, une notion environnementale et qu'on a fait à travers l'éco-conception de la construction du bateau. Donc pour ça, on a cherché le modèle de bateau qui nous irait, qui correspondrait au projet, c'est-à-dire un petit bateau, donc déjà pour le budget, mais aussi pour le côté accessibilité des spots, c'est-à-dire que un petit bateau a un faible tirant d'eau, c'est-à-dire que la coque va peu profond dans l'eau, donc nous permet d'accéder au plus près des spots. Et on voulait également un multicoque, donc un trimaran, parce que c'est un bateau plus stable et qui est un peu plus sport, qui va quand même plus vite que des monocoques, donc ça nous parlait plus, surtout à moi et à Ronan qui avions déjà fait pas mal de hobbycat quand on était jeunes. Donc hobbycat, c'est des petits catamarans de sport. Et suite à ça, qu'on a trouvé notre modèle de bateau idéal, donc un Tricat 23.5 qui est fabriqué à Auray par les chantiers Tricat, on s'est rapproché du navigateur de course au large Roland Jourdain, Ouais. donc qui lui a aussi pour envie d'apporter justement une pierre à l'édifice dans le sens environnemental à la navigation, et donc avec son écurie de course au large, avait étudié l'idée de l'éco-conception d'un bateau. Ouais. Donc il avait ça en tête, et donc nous on est arrivé avec notre projet de construire un Tricat 23.5 en fibre de lin et en liège. Et donc on a fait rencontrer Antoine Houdet, donc qui est le directeur du chantier Tricat, avec Roland Jourdain, et donc là est né le projet. Donc l'idée en fait c'est que le chantier prêtait les moules de bateau pour créer les coques du bateau, et l'équipe de Roland Jourdain a apporté son expertise au niveau des biomatériaux, c'est-à-dire que ils ont changé la fibre de verre qui est issue du pétrole par de la fibre de lin, et une partie de l'âme du bateau donc a été remplacée par du liège. C'est extra ça. Comment vous l'avez appelé du coup ce bateau? Alors on l'a appelé Goualaz, donc ce qui veut dire herbe marine en breton. Et donc Roland Jourdain ne connaissait pas du tout. Il a regardé Des Illusions. Je me rappelle, il dit qu'il a eu le temps de le regarder juste sans son dans le train à l'arrache. Parce qu'il, voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, donc il n'a pas beaucoup de temps pour lui. Et malgré tout ça, il nous a quand même fait confiance. Mais il nous a dit, vu notre faible expérience en navigation, que ça serait bien, dans un premier temps, qu'on se fasse la main et qu'on teste le bateau en faisant le tour de la Bretagne avant de partir dans les îles Salomon. Ok. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a pendant tout un printemps, on a fait vraiment le tour de la Bretagne. Donc on est parti du golfe du Morbihan où a été fabriqué le bateau, et on a fait tout le tour jusqu'à Saint-Malo. Et une fois à Saint-Malo, on a pris un canal qui traverse toute la Bretagne, donc de Saint-Malo jusqu'à Arzal. Et donc ça c'était chouette.
Déjà, ça nous a beaucoup appris sur la navigation, sur le bateau, les choses à faire, à pas faire, avant de partir vraiment à l'aventure à l'autre bout du monde. Et vous aviez en tête le concept de partir tout seul, c'est-à-dire d'être capable de skipper le bateau vous-même sans avoir un Roland typiquement avec vous à bord. Ouais, voilà, c'est ça l'idée. Alors, c'est un bateau qui est fait pour faire du cabotage, c'est-à-dire des navigations à la journée. Par exemple, c'est un bateau qui n'est pas fait pour traverser l'Atlantique parce qu'il est petit, avec une forte houle et un fort vent, il peut se retourner. Et vu que c'est un multicoque, une fois qu'il est retourné, eh ben, on peut plus rien faire, donc c'est vite dangereux. Donc, on voulait pas se lancer dans une grande traversée, mais ouais, l'idée c'était vraiment d'être tous les trois et de partir explorer les îles Salomon qui sont dans le Pacifique parce que on avait repéré cet endroit-là sur les cartes satellites. Très peu d'informations sur le surf étaient disponibles sur Internet et malgré tout, il y avait quand même un bon potentiel de découverte de vagues. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette destination-là. Et Et, donc on a mis le bateau dans un conteneur. Donc l'avantage de ce bateau-là, c'est qu'il peut aussi se plier. Et du coup, il est arrivé 3 mois plus tard dans les îles Salomon. Donc on a pris un avion, on est parti là-bas, on a déplié le bateau, on l'a monté et on est resté voyager pendant 3 mois à explorer les îles. c'est extraordinaire ça. Les îles, elles sont espacées de combien du coup? C'est quoi la durée de navigation entre chacune des îles? Alors c'est un archipel, donc il y en a qui sont proches, d'autres plus loin. On a fait 1000 milles, donc on a fait quasiment 2000 kilomètres en 3 mois. Donc ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais on a quand même bien baroudé. Je sais pas combien d'îles on a fait. Et donc non, c'était un sacré voyage aussi. Et comment vous l'avez appelé du coup ce voyage-là? Alors ce voyage, bah du coup c'était euh, la saison 2. Euh, Comment on l'a appelé? Bah, les îles Salomon, je crois. Je sais plus. Ok. Je sais comment ça datait. Non, non, c'était la saison 2, il me semble. Et alors, saison 2 du coup, parce que les suivants vont être saison X, ou est-ce que c'était parce que... Enfin, je sais pas comment tu fais pour trouver un nom d'ailleurs à un film comme ça. D'où ça vient d'ailleurs, Baravel typiquement? Baravel, ça veut dire tempête en breton. Ok. Euh, Ensuite, notre, ouais, on essaie de trouver à chaque fois un titre ben, qui correspond au voyage qu'on a vécu et voilà, qui parle un peu de lui-même, quoi. Par exemple, le voyage d'après, on est parti. Donc, alors, juste pour finir sur les Salomon, on a réalisé une web série comme pour des illusions qu'on a projeté, qu'on a diffusé gratuitement sur Internet. Ok. Donc, pour le coup, des illusions, en fait, pour la petite histoire, on voulait le vendre à la télé Ouais. et du coup, on n'a pas réussi parce que c'est compliqué pour vendre un film à la télé. Il faut passer par une boîte de production, réaliser tout un truc de financement en amont, etc. Donc, on a galéré, ça s'est pas fait. Et donc, on a décidé de le diffuser sous forme de web série sur YouTube. Donc, à l'époque, c'était Vimeo parce que YouTube, je crois que la qualité était pas assez bonne. C'était vraiment le début de YouTube. Ouais. Et donc, ça a été vraiment la première web série de surf en France. C'est Et génial. ce qui a plutôt bien marché. Voilà, on a eu beaucoup de bons retours. Donc, pour nous, c'était plus facile après d'aller chercher des partenaires pour financer le voyage d'après, donc qui était les îles Salomon. Donc, pareil, qu'on est rentré des îles Salomon, on a diffusé la web série pour le coup sur YouTube. Donc là, on a fait notre chaîne YouTube. Et, euh, et donc là, c'était parti. Et donc après les Salomon, on est rentré, on a eu le temps de monter le film, de faire la promotion, etc. Ça nous a pris environ un an. Et après, donc une fois que tu rentres de ce genre de voyage, ce genre d'aventure, ben t'as qu'une envie, c'est de repartir. Alors peut-être pas les premières semaines parce que tu t'en remets, t'es content quand même de rentrer, d'avoir un certain confort, mais c'est vrai que une fois que t'es piqué autant par le surf que l'aventure, ben c'est assez dur de s'arrêter. Et donc
Et donc on a décidé de repartir, mais une fois de plus différemment. Donc on a repéré une portion de côte en Afrique de l'Ouest, donc au Gabon, qui fait 500 kilomètres et qui est bordée d'une des dernières forêts primaires côtières de la planète et où très peu de personnes, voire personne n'habite. Et pareil, il y avait un fort potentiel de vagues là-bas, donc on a réfléchi au moyen de transport idéal. Pour le coup, le bateau, là, c'était un peu obsolète parce qu'il y a peu, voire pas d'abri. Donc en gros, tu es au large avec ton bateau, il y a de la houle, du vent, tu peux pas t'abriter, donc s'il se passe quoi que ce soit, même tu peux pas débarquer, donc c'est très compliqué, c'était vraiment pas adapté. Et donc on a eu l'idée d'utiliser des fat bikes, donc c'est des vélos à grosses roues. C'était vraiment pas connu à l'époque en France, il n'y en avait pas. Et du coup, bah, c'était plutôt adapté pour nous parce que l'idée c'était de longer la côte par la plage. Et donc, on a trouvé les fat bikes qui étaient un moyen de transport idéal pour longer la côte du Gabon par la plage. Parce qu'une des réflexions, un des constats qu'on a fait au Salomon en bateau, c'était que pour estimer la taille et la qualité des vagues vues de derrière, c'est pas évident. Tu sais pas s'il y a vraiment des bonnes vagues, tu sais pas si ça déroule. Donc le bateau c'est bien pour accéder au spot, mais pour évaluer la qualité des vagues c'est pas le top. Donc là l'idée c'était d'explorer la côte et d'avoir les vagues de face pour voir vraiment leur potentiel. Et donc on a trouvé donc le moyen de transport des fat bikes. On voulait y apporter un aspect environnemental toujours à travers l'éco-conception des vélos. Donc pour ça, on s'est rapproché d'une boîte qui fait des vélos en bambou en France dans les Vosges qui s'appelle Inbo et qui avait Ok. fait 3 fat bikes en bambou pour une équipe d'aventuriers qui s'appelle les Solid Dream. Et donc, on les a contactés, ils nous ont prêté leur fat bike pour faire notre trip au Gabon. Et donc là, on est parti 3 mois, pareil en autonomie totale. On avait donc une remorque chacun avec tout le matériel derrière. Donc pareil, une fois de plus, pour se confronter à la réalité avant de partir à l'aventure, on a réalisé on va pas dire le tour, mais on a longé toute la côte aquitaine par la plage. Donc pour voir justement ce qui marchait pas, et ensuite on est parti donc 3 mois au Gabon. Et c'était un sacré trip. C'était vraiment exceptionnel. C'était un endroit vraiment intact, intouché par l'homme. Donc on a croisé énormément d'animaux. Donc il y avait des éléphants, des hippopotames, des crocodiles sur la plage. Et donc potentiellement c'était assez dangereux. C'était vraiment très très wide. Mais vivre une aventure comme ça à notre époque, ben, je pense que voilà, on a eu beaucoup de chance de le vivre et voilà, de voir une partie intouchée de la planète. Et donc on a eu des bonnes vagues. C'était pas facile, c'était vraiment ultra physique. On avait entre le poids du vélo, de la remorque et du matériel, ça représentait 70 kilos. Donc Ah oui. voilà, pour te donner une ordre d'idée, je pèse 70 kilos. Donc au début, on n'avait pas trop d'entraînement. Certes, on savait faire un peu de vélo, mais traîner ça dans le sable, c'était vraiment hardcore. Donc on a fait des journées où on a roulé 7-8 heures. Donc nos moyennes étaient ridicules, hein. On avançait des fois, on faisait du 5-10 km/h. Parce que tellement c'était lourd, on pédalait pendant un quart d'heure à fond, enfin à fond, comme on pouvait. Et après on se faisait une pause de 5-10 minutes parce qu'on n'en pouvait plus. Et on repartait. Et c'était ça notre journée moyenne. Donc Entrelacé de surf quand même, non? voilà, donc c'était physique. Et par contre, on a quand même réussi à trouver quelques bons spots. Et donc c'était plutôt voilà, c'était plutôt une aventure réussie. Et on a trouvé des spots de surf que je pense que personne n'avait jamais surfé. En tout cas, là, il y avait personne à l'horizon. On a dont une super vague qui était vraiment très longue. Donc pour un surfeur, pouvoir surfer quasiment 1 minute sur une vague, ben, c'était un peu le Graal. Donc c'était top. Ouais.
le vélo dans le sable, ça doit être quelque chose, tu viens d'en parler, mais la board, du coup, elle était par-dessus. Vous avez la remorque avec tout votre matériel, plus la board par-dessus? Ouais, on a acheté des remorques dans le commerce qui s'appellent Aevon. Et donc, on les a fait améliorer par un chaudronnier. Donc, il nous a mis toute une structure en aluminium dessus qui nous permettait d'attacher nos planches dessus. Et on a également élargi la roue arrière parce que la roue de la remorque, c'était une roue faite pour aller sur la route, donc c'est-à-dire assez fine. Et nous, on voulait une roue large pour éviter que les roues s'enfoncent le plus possible dans le sable. Et donc, on a aussi modifié ça. Et donc, ça nous a permis de transporter tout notre barda. Et ça en faisait du matos à prendre dans l'avion, du coup. Ouais, on avait plus de 300 kilos de matériel à prendre dans l'avion, où les 3 vélos, les 3 remorques, on avait 2 planches chacun, le panneau solaire, tout le matos vidéo dronant. Euh, donc, ouais, effectivement, je sais plus combien de d'extra on a eu en bagage, mais c'était quelque chose d'arriver à l'aéroport avec tout ça. Ouais. Ça m'intrigue un petit peu. Si Renan s'occupe de la partie vidéo, je suppose qu'il fait également le montage. Euh, du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, les deux autres, pendant que lui fait le montage? Alors, ben, il y a pas mal de boulot à faire en parallèle. Alors déjà, on lui file un coup de main pour chercher la musique. Ouais. Donc voilà, on met beaucoup d'importance à trouver des musiques qui nous plaisent et qui parlent et qui plaisent aussi aux gens. Donc c'est vrai qu'on a souvent des bons retours sur les bandes son de nos films. Et ensuite, on organise également des avant-premières. Donc l'idée, c'est de projeter le film avant de le projeter sur Internet dans les cinémas. Donc pareil, ça demande beaucoup de temps pour le Gabon. On a fait une tournée qu'on a appelée la Fury Road Tour et du coup, on a projeté le film dans une dizaine de salles en France. Donc à chaque fois, il faut contacter les cinémas, faire la com de tout ça. Et ensuite, il y a également la presse à contacter. Ouais. Voilà, différents médias, différentes interviews, etc. Et donc, le Gabon, c'était déjà la troisième saison, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça, exactement. Alors le Gabon, tout à l'heure on parlait des titres qu'on donnait à nos films, où le Gabon on l'a appelé le paradis perdu, Ouais. dans le sens où pour nous avant de partir, ça allait être un peu le dernier endroit intouché par l'homme de la planète. Donc pour nous c'était un peu le rêve que d'aller dans un endroit comme ça. C'était le cas, quasiment personne n'a jamais été là-bas. Par contre, ce qui nous a frappé, choqué, c'est le nombre de plastiques qui étaient sur la plage. Ouais. Donc c'était vraiment les 400 kilomètres qu'on a longés étaient jonchés de plastique. Et on nous a dit que là, on était en saison sèche, qu'en saison humide, c'était encore bien pire, à tel point que les tortues luttes, donc qui sont les plus grosses tortues du monde, n'arrivent plus à traverser cette zone de plastique pour les pondre. Donc, c'est vraiment triste. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé le film Le Paradis perdu, dans le sens où bah, pour nous, il n'y avait plus vraiment de paradis sur Terre à cause de la masse de plastique qui se balade dans les océans. Ah là là. Et est-ce que c'est à cause de ça ou grâce à ça que ça vous tient maintenant aujourd'hui à cœur de faire systématiquement de l'écho? Non, c'est plutôt des convictions personnelles, vraiment. Hein, c'était voilà parce qu'on pense que ben qu'il est temps d'agir et qu'il est temps de changer nos façons de vivre, nos façons de consommer. Donc à chaque fois, voilà, les destinations, c'est vraiment des projets qu'on réalise, c'est des rêves qu'on concrétise. Mais si on peut faire passer des messages à travers ça, c'est encore mieux. Et c'est vrai que bah, les gens, ils nous en remercient. On a des bons retours là-dessus aussi. Par exemple, pour le paradis perdu au Gabon, on n'a pas voulu être porteur de leçons. On a juste fait le constat de ce qu'on avait vu. Et ça a beaucoup marqué les gens. Donc, si on peut, à notre échelle, faire changer
quelques personnes dans le bon sens, c'est une chose qui nous tient à cœur. Ouais. Ouais, bien sûr, je comprends. Qu'est-ce qui se passe après le Gabon, du coup? Alors après le Gabon, grosse tournée, la web série cartonnait aussi. On a fait on a bien diffusé le film dans des festivals de films d'aventure ou de surf. Je sais plus, on a gagné une dizaine de prix, je crois. Donc on a vraiment le film a bien marqué les esprits, a bien marché. Génial. Et donc, comme d'hab, hein, une fois qu'on a fini, on réfléchit à la suite. Donc, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs partenaires qui nous suivent financièrement, dont Oxbow, Posca, donc Oxbow, hein, qui est une marque de vêtements de surf, Bien sûr. Posca qui font des crayons parce que on dessine pas mal sur nos planches, et également Notox, et récemment Crosscall des téléphones. Et donc pour le coup, on a un peu de budget, on peut en vivre une partie de l'année, donc consacrer du temps à ça, parce que ça demande quand même beaucoup de préparation, de recherche, de coups de téléphone, en gros d'ordinateur, avant d'aller profiter et de voyager. Et à travers ces festivals de films d'aventure qu'on a fait, on a également rencontré pas mal de personnes, dont Erwan Lolan, qui fait partie de l'association Maëwan, Ouais. et qui est parti depuis 5 ans de la Bervrac en Bretagne, à bord donc de son bateau Maëwan, qui est un petit monocoque de 10,50 m en aluminium. Et donc son but, c'était de faire un tour du monde et d'accueillir différents sportifs à bord. Ouais. Et en gros, avant ça, on a repéré une portion de côte en Patagonie chilienne où on voulait aller. Donc c'est vrai que les gens, on avait pas mal de retours comme quoi ils voulaient nous voir galérer dans le froid. Ils disaient, ah, c'est bien les tropiques, mais on aimerait bien vous voir dans le froid. Alors le truc, c'est qu'on a choisi les tropiques parce que ça demande beaucoup moins de matériel. Dès qu'il fait froid, il te faut beaucoup plus de vêtements, des combinaisons, une tente, des îles de snow, etc. Et donc on a repéré cette portion de côte en Patagonie chilienne. On a réfléchi à un nouveau moyen de transport. On s'est dit pourquoi pas y aller avec l'aide de mules ou d'ânes. Et donc on a testé notre idée en partant au Maroc. Donc pendant un mois, on a longé une portion de côte marocaine accompagnée de 5 ânesses. Donc on avait mis une partie de notre matériel sur leur dos et donc c'était parti. Et on s'est rendu compte que être autonome avec des animaux, ben déjà c'est beaucoup de responsabilités et, euh, et c'est énormément de nourriture et d'eau à trimballer. Donc c'était une super expérience, mais on s'est aperçu que c'était compliqué, voire impossible de le faire au Chili, parce que il faut savoir que l'âne au Maroc, c'est un peu la voiture du peuple. En tout cas, la voiture, le tracteur, la mobilette, il y en a beaucoup. Dans chaque épicerie, il y a la nourriture pour les ânes, donc c'était vraiment facile de faire un voyage comme ça au Maroc. Et malgré tout, c'était assez difficile. Donc on s'est dit bon, bah, c'est pas la meilleure des idées, donc on va la mettre de côté. Et donc on a mis un peu de côté ce projet en Patagonie. Donc ça fait déjà 4-5 ans qu'on avait repéré des vagues sur les cartes satellites là-bas, Ouais. qu'on est parti au Maroc, etc. Et donc, s'est fait la rencontre d'Erwan il y a 2 ans, donc un festival d'aventure. Et là, il nous a proposé de le rejoindre sur le bateau et il nous a donné un peu son itinéraire. Et, euh, et une fois de plus, notre bonne étoile a frappé parce qu'il passait exactement euh, au niveau de la portion de côte qu'on avait repérée, qu'on voulait explorer. Et donc, on l'a rejoint au mois de décembre dernier, donc en Patagonie chilienne. Lui venait de traverser le Pacifique. Et on était également accompagné de Eric Perron, qui est un skipper de course au large et qui est un pote d'Erwan. Et donc, on a longé 1000 km de côte durant le mois de décembre dernier avec Eric et Erwan.
C'est Donc ça, génial. c'est notre dernier trip qu'on a intitulé Patayubia. Donc c'est un jeu de mots avec la Patagonie et lluvia, ça veut dire la pluie en espagnol. Donc en gros, voilà, on a été accompagné de la pluie tout du long de ce voyage, malgré le fait que c'était l'été en Patagonie, et ce qui équivaut, on va dire, à l'hiver en Bretagne. Et donc c'était un sacré trip, c'était super beau, c'était vraiment dès que la pluie s'arrêtait, que les nuages se dégageaient, c'était des paysages vraiment magnifiques, grandioses, parce qu'on naviguait au pied de la cordillère des Andes. Donc c'est vraiment un côté terre-montagne assez exceptionnel et compliqué parce qu'on a eu 5 tempêtes en un mois. Donc chaque tempête, on était obligé de s'abriter, on pouvait pas sortir et évoluer comme on voulait. Donc il y a pas mal de spots de surf où on est passé devant, mais on pouvait pas s'arrêter parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'à chaque fois il y a une autre tempête qui arrivait. C'était assez frustrant, compliqué au niveau du surf au début, et à tel point qu'on savait pas si on allait vraiment avoir des vagues dignes de ce nom durant ce mois-là. Et dernier espoir, dernier spot qu'on a repéré, c'était, et ben ça s'est avéré une des meilleures vagues qu'on ait jamais trouvées et surfées en 10 ans d'aventure. Ah, très bien. Encore une fois, la belle étoile. Ouais, ouais, carrément, hein. Ah ouais, carrément. Là, donc on a surfé une semaine non-stop de 4 à 6 heures de surf par jour. Là, c'était assez intense. C'était pas des plus faciles, mais quand tu mets autant d'énergie pour préparer un projet comme ça, bah, une fois que t'es dedans, que t'es sur place, et ben voilà, tu profites encore plus. Et du coup, bah ouais, c'était vraiment le top. C'est extraordinaire. Donc là, on en est à 4 films, si je me trompe pas. Voilà. Et c'est quoi le prochain du coup? Alors on en a fait d'autres en parallèle qu'on appelle des épisodes bonus. Donc c'est des petits trips qu'on fait plutôt en local, qui sont un peu moins tournés aventure peut-être, quoique hein, l'aventure c'est on se confronter à ce qu'on ne connaît pas. Donc on a fait un film qui s'appelle Le surf de nuit. Donc c'est un pote en fait qui a développé des lampes pour aller surfer la nuit. Et donc il nous a suggéré, proposé de tester ça. Et donc on a fait tout un film là-dessus. C'était Franchement, c'était une aventure en soi, hein, parce que aller surfer la nuit, ça a rien à voir avec le jour. On n'a plus de repères, c'est assez stressant, etc. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et depuis, on a également réalisé un petit film où on s'est confronté à un nouveau moyen de surfer qui s'appelle le foil. Ouais. Et donc voilà, on a réalisé aussi un film là-dessus. C'était top. Le foil, vraiment très frustrant, très dur, même pour des surfeurs. Ah ouais, même pour des surfeurs expérimentés comme nous, on a vraiment redébuté. Donc, c'était vraiment ouais, très très dur, mais une fois que tu arrives à te mettre debout et à voler, c'était c'est vraiment des sensations qui sont assez dingues. Donc c'était une bonne expérience. Et donc là, bah écoute, on revient juste de Patagonie, on vient juste de diffuser la web série. Donc là, il nous reste encore à faire un peu la tournée des festivals, etc. On a pas mal d'idées en tête pour un prochain trip. Après, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas quand on pourra revoyager. Donc on ne sait pas si on va pouvoir mettre nos plans à exécution. Donc en gros, bah écoute, on a pas mal d'idées, mais je peux pas trop t'en dire plus parce en général, on évite de communiquer sur nos idées parce qu'on n'est pas sûr de les réaliser à 100%. Donc Ah on ouais, préfère en parler une fois que c'est fait, quoi. carrément. Et voir les images, bien sûr. Ouais, voilà. Tu as quelqu'un dans ta vie, Ewen? Oui, ouais, ouais, j'ai une copine depuis une dizaine d'années. Comment tu fais avec elle, du coup, les fois où tu pars pendant 2, 3 mois? Elle te soutient? Elle surfe peut-être, elle aussi? Alors, elle surfe pas, elle surfait avant, c'est plutôt une danseuse, elle est originaire de Biarritz. Écoute, depuis qu'on se connaît, je fais ces voyages-là. Donc voilà, je lui ai jamais caché, et du coup, elle a été tout de suite un peu baignée dans le fait que je parte plusieurs mois d'affilée. Et elle aussi, de son côté, voyage pas mal.
Donc, écoute, c'est pas forcément facile pour elle tout le temps, hein, que je parte, mais après, ouais, elle comprend et donc voilà, elle me laisse faire, être libre à 100% là-dessus. Tant qu'elle te soutient, c'est l'essentiel. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Bon, voilà, elle comprend mon envie de partir. Après, elle voit ce qu'on réalise, ce que ça nous apporte dans la vie, donc c'est sûr qu'elle a pas envie de me rider là-dessus et je le remercie. Nous aussi. Sinon, on n'aurait pas ces superbes films. Yes. Tu pourrais nous expliquer un peu sur une semaine type, alors on sort évidemment de ce contexte Covid, une semaine type en road trip et une semaine type hors road trip. Qu'est-ce qui se passe le jeudi? Alors, en road trip, tu dis, en aventure? Ouais, pendant vos Quand on voyages. part pour nos trips? Ouais, ben écoute, j'ai envie de dire que chaque trip était vraiment différent, chaque semaine était différente. Euh, Bah écoute, on peut parler du dernier, hein, pour Patayubia, donc en Patagonie. On a fait beaucoup de navigation, donc que ce soit de jour, de nuit, donc on a vraiment passé beaucoup de temps en mer sur le bateau. Donc quand tu es sur un bateau et que tu as la chance d'avoir deux skippers qui gèrent un peu tout à bord au niveau sécurité et navigation, ben, tu peux dormir sur tes deux oreilles, donc tu passes quand même pas mal de temps à te reposer, à bouquiner. Et donc ça, c'était un peu la semaine type quand il n'y avait pas de surf. Et notre dernière semaine, et ben là, c'était vraiment sport, du fait que bah, qu'il y ait des vagues tous les jours. Et en gros, le bateau, il n'était pas là, pas proche du spot, parce qu'il fallait trouver un abri pour y accéder. Et enfin, pour abriter le bateau et ensuite pour accéder au spot. Donc le spot, il était à plusieurs kilomètres du bateau. Ouais. Donc on se levait à 5 heures du matin. On faisait à manger pour le midi. Donc on prenait un doogie bag. Ensuite, on demandait à Eric de nous déposer sur la rive. Là, on prenait tout notre matos, on marchait, on avait une pointe à passer, on remarchait 1 ou 2 kilomètres, on avait une rivière à passer, et ensuite on remarchait 1 ou 2 kilomètres, on arrivait au spot, donc le tout sous la pluie. Ensuite, il fallait réenfiler la combinaison trempée, et là on surfait donc de 4 à 6 heures. Et donc le soir, on rentrait avant la nuit. Donc il fallait faire tout le chemin inverse. On rentre au bateau, là on était trempés, on changeait nos fringues. Donc à la fin, on n'avait plus rien de sec. Et, euh, et du coup, rebelote chaque jour. Donc le matin, on réenfilait les fringues trempées, glacées. On refaisait tout le chemin, t'enlèves tes fringues, tu remets ta combi, tu vas surfer. Donc c'était vraiment, vraiment sport à la fin. À la fin, j'en pouvais plus, hein. J'étais content que les vagues s'arrêtent et C'est qu'on intense. parte. C'est hyper intense. Ouais. Vous filmez l'un l'autre? Comment ça se passe? Que du coup, je pense que Renan est l'expert, j'imagine, dans les trois, mais il vous a appris, je suppose, pour que vous puissiez vous faire des images chacun de l'autre. Comment ça se passe? Ouais, carrément. On a aussi soit un petit appareil, soit un petit appareil photo avec lequel on peut filmer, soit des GoPro qu'on a avec nous, et du coup, ça nous permet de filmer un peu, on va dire, l'instantané, et donc d'apporter aussi des images en complément à celles de Ronan. Ok. Et pour mettre peut-être des chiffres dessus, ça représente combien de gigas de vidéos en rush que vous ramenez d'un voyage dans lequel il faut trier pour faire un film? Alors, bonne question. J'ai pas tout en tête pour les îles Salomon. Il me semble que Ronan a ramené 50 heures de rush, ce qui est, il me semble, assez peu. Ok. Pour 3 mois enfin, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui est assez peu pour 3 mois d'aventure. Ensuite, Ronan, et ben, c'est lui qui filme, c'est lui qui monte. Donc, en gros, il filme ce qu'il sait qu'il va monter. Donc, en gros, quand il a 1, 2, 3, 4 scènes autour du feu, ben, il sait qu'il en a pas besoin d'en avoir 10. Ouais. Donc, il a tendance à sortir la caméra uniquement quand il sait qu'il va utiliser tel ou tel plan. Ok. Et et les films que vous sortez, enfin, il y a des scènes qui sont tournées par toi, par exemple, en particulier, ou pas? Ou c'est toujours lui qui met un pied, par exemple? Non, 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 il y a des scènes hein, qui sont tournées par nous. Par exemple, quand on est en Afrique, là, au Gabon, il y a un moment, on s'est retrouvés sur la route tous les trois.
à croiser une maman éléphant avec son petit. Et du coup, on a commencé à les filmer et au final, je pense que la forme des vélos l'a intriguée et en fait, je pense qu'elle a pris peur et du coup, elle nous a chargés. Et moi, j'étais en train de filmer Ah à la ce vache. moment-là et du coup, quand tu filmes, ben, t'es un peu distant avec ce qui se passe dans le sens où tu regardes ce qu'il y a à l'écran et tu le vois pas en vrai. Et Ouais. donc, je pense que tu as quelques secondes de différé avec la réalité. Et donc, à ce moment-là, Ronan et Nono, Aurélien, ils étaient déjà partis se cacher dans les forêts. Et moi, j'étais toujours en train de filmer. Donc, heureusement que c'était une charge d'intimidation et qu'elle s'est arrêtée quelques mètres devant moi. Sinon, je pense que j'aurais fini ratatiner avec mon vélo. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'était un souvenir dont je me rappellerai assez souvent, assez longtemps, je pense. Tu m'étonnes. Ah, c'est extraordinaire. Et un autre chiffre qui peut être intéressant du coup, c'est donc au-delà des rushs vidéo que vous ramenez, c'est plus qu'est-ce qui se passe sur votre vie sociale. Enfin, il y a une chaîne effectivement Lost in Nouvelle sur YouTube. Elle a combien d'abonnés? Comment est-ce que tu as vu la croissance depuis 10 ans de ses abonnés? Qui sont d'ailleurs, si tu sais, les types d'abonnés que tu vas avoir? Alors, je sais plus, je crois je pense que ça a augmenté depuis, on devait avoir 10 000 personnes abonnées sur la chaîne. Donc, écoute, à chaque fois qu'on sort un film, bah, il y a de plus en plus de monde qui nous suit. Euh, on, on a vraiment un public très large. Donc, ça soit vraiment des tout petits de 5-6 ans qui sont fans, qui restent scotchés 1 heure et demie à notre film, même les parents, ils hallucinent. Et bah, je pense à travers le côté aventure, animaux qu'on rencontre, etc., à des personnes plus âgées. Hein. J'ai des personnes de plus de 90 ans qui sont venues voir le film dans les salles de ciné. Et ensuite, c'est quand même principalement un public de surfeurs. Hein. Ouais, je suppose. Ouais. Même si des gens qui ne surfent pas se retrouvent vraiment dans le film et apprécient voir ce qu'on fait parce que justement, c'est loin d'être que du surf. C'est vraiment toute l'approche, le fil rouge. Certes, c'est la recherche des vagues, mais au final, dans nos trips, on passe plus de temps à voyager, à triper, à galérer qu'à surfer. Ouais. Et là, pour Pattaya, notre dernier film, on voulait organiser différentes avant-premières qui étaient prévues au mois d'avril. Donc, on avait une dizaine de projections prévues en France. Et donc, avec tout ce qui s'est passé, ben, évidemment, on a dû annuler. Ouais. Et donc, on a décidé de sortir la web série pendant le confinement. Et donc là, ben, je pense que c'était le meilleur moment qu'on a jamais eu pour sortir une web série, parce que tout le monde avait que ça à faire d'aller voir nos films sur l'ordi. Donc ça a cartonné. C'est trop bien. On a eu plus de 500 000 vues en une semaine, je crois. Euh, donc, euh, donc c'est top, c'est top. Plus ça va, plus on a des bons retours, plus les gens ils nous soutiennent, plus ils nous disent de continuer. Donc c'est aussi des retours qui nous motivent. Et moi, ce que je préfère, le meilleur retour qu'on a, je trouve, à travers la diffusion de nos aventures, c'est l'envie que ça peut susciter chez les gens de réaliser leurs propres aventures. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, voilà, comme je te disais, on n'a jamais été très bon dans les études, on n'a jamais été carriériste. Par contre, on s'est toujours donné les moyens de de faire des choses qu'on avait envie de faire. Donc, en gros, bah voilà, tu te donnes les moyens d'accéder un peu à tes rêves. Et donc, je pense que voilà, si je peux donner un conseil, c'est vraiment ne pas hésiter à faire ce qu'on aime dans la vie, à se donner les moyens pour y arriver, et ça apportera que des bonnes choses, des bonnes rencontres, etc., quoi. En tout cas, pour nous, c'était vraiment le cas et c'est le cas encore aujourd'hui. Bah, on vous souhaite que ça continue dans ce sens-là. T'as eu des moments de frustration là, sur ces 10 années? Des trucs que tu regrettes, des moments de tristesse que tu referais différemment? Non, écoute, c'est sûr que bosser à trois, être potes, bosser ensemble, ben, c'est pas toujours facile. On est tous les trois assez différents, donc assez complémentaires. Mais c'est sûr que voilà, il y a des fois
des gestions de crise à gérer, etc. Donc ça, c'est un peu le côté relou du truc, où on se compare des fois à un groupe de rock, mais, mais c'est une moindre contrepartie, et après on reste quand même potes, donc non, franchement, je changerais pas grand-chose. S'il fallait le refaire, je pense qu'on le referait exactement pareil, quoi. Et est-ce que c'est pas devenu un peu une drogue, du coup, finalement, ce surf trip? Ben, écoute, c'est comme je te disais, c'est vraiment un rêve qu'on réalise à chaque fois. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous motiverait comme voyage, comme aventure. Donc, je pense pas qu'on puisse se comparer à une drogue parce que c'est juste, tu vois, une drogue, on va dire que ça peut être quelque chose de superficiel, alors que là, c'est vraiment notre raison de vivre. Donc, oui, après, oui, le côté aventure, c'est une drogue parce qu'une fois que tu y as goûté, ça t'apporte tellement d'expérience, d'enrichissement personnel que tu as envie d'y retourner et de repartir, quoi. Est-ce que ouais, t'as des personnes que tu vas admirer en particulier, des gens que tu vas, des idoles peut-être? Euh, Ben, écoute, admiration, je sais pas, si je pourrais aller jusque-là. Après, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup et Des gens que, qui t'inspirent peut-être? ouais, voilà, bah, par exemple, Roland Jourdain, là, qui est vraiment une très bonne personne, qui déjà a su nous faire confiance, en nous connaissant pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment une grande notoriété dans le monde de la voile. Donc c'est pas n'importe qui, mais au final, il s'adresse et il fait confiance, on va dire, un peu à n'importe qui. Ouais. Et donc, voilà, il se met pas sur un piédestal plus haut que les autres. Donc ça, c'est top. Il sait donner de son temps aussi pour les autres, pour justement comme pour nous, pour faire avancer des projets qui sont pas forcément les siens, et également son engagement pour l'environnement. Donc voilà, il passe beaucoup de son temps à travailler pour ça, à essayer de convaincre des gens, de mettre en place des projets de ce genre-là. Donc ouais, je trouve ça admirable. Et c'est vrai que si, si tout le monde était aussi mettait autant d'énergie là-dedans, je pense que la planète irait un peu mieux à l'heure actuelle. Juste une dernière chose sur ta semaine, du coup, Ewen, pour qu'on bien comprendre, si toi t'es si fan de surf, de road trip et de voyage, il y a bien un truc qui doit t'embêter si finalement sur l'année, si tu devais te débarrasser de quelque chose, tu te débarrasserais de quoi sur la semaine? De tout le temps que je passe à envoyer des mails et à répondre à des mails sur mon ordinateur. Donc c'est quand même pas mal de temps. Moi j'ai en plus envie de passer du temps, on va dire, dans mon potager à cultiver mes légumes que devant l'ordi. Après, voilà, c'est indéniable. Il faut qu'on passe par là pour communiquer, pour monter nos projets, etc. Et je fais également partie d'une autre association qui fait de l'éducation à l'environnement, qui s'appelle la Water Family. Ouais. On a monté l'antenne bretonne il y a 4 ans avec ma copine. Et donc, on monte différents projets autour de ça. Et notre but, c'est d'aller dans les classes et pour sensibiliser les élèves aux consommation, pollution de l'eau et respect de l'environnement en général. Ah, trop bien. Donc, c'est un projet qui motive, mais qui prend aussi du temps et qui demande beaucoup de mails. Donc voilà, essayer peut-être de faire un peu moins d'ordi et plus de nature, ça me plairait. Ouais, je comprends très bien. Tu as des défis secrets en particulier, Ewen, qu'on ne connaît pas? Des défis qu'on n'a pas connaissance encore? Et bah écoute, justement, on vient d'acheter une maison là, donc notre défi, notre envie, ça va être d'être le plus autonome possible, c'est-à-dire d'être moins dépendant de tout système hein, qu'on voit qui est plus que fragile et qui pour nous ne va pas dans le bon sens. Donc à travers tout ce qui s'est passé là, on voit que moins on est dépendant de ça, mieux on se portera. Donc voilà, on a envie d'être autonome le plus possible en énergie pour limiter notre impact et notre consommation d'énergie. Ouais. Donc en gros,
éviter d'avoir un micro-ondes, un grille-pain, une machine à laver, un four, tout ça là, qui est vraiment très énergivore. Et du coup, on sait qu'au final, ben, les 3/4 de notre énergie vient du nucléaire en France, et que même si ça vient des panneaux solaires ou des éoliennes, c'est pas ce qu'il y a le plus durable. Donc pour moi, chacun devrait essayer de faire un effort justement pour limiter ça, et ensuite être autonome au niveau de la nourriture aussi, pour déjà savoir ce qu'on mange, et plutôt que d'aller au magasin bio, dépenser nos sous, ben, déposer notre argent dans le potager, et récolter le fruit de notre travail ainsi. C'est génial. c'est Merci. génial comme projet. Bon, on rentrera pas dans le débat de l'hydrogène aujourd'hui, mais en tout cas, j'entends qu'il y a un souhait d'évolution énergétique, en tout cas sur votre maison personnelle. Trop bien. Tu comptes t'arrêter un jour, Ewen, de surfer ou de voyager? Surfer, non. Je me vois pas ne pas surfer. Quand je surfe pas, au bout d'une semaine, ma copine me dit que j'ai la mâchoire qui commence à partir vers l'avant et que je suis un peu tendu. Donc si j'arrête le surf, je sais pas comment ça va se passer. Et voyager, ben écoute, ça me gêne de plus en plus de prendre l'avion. Ouais. C'est vrai qu'on a un message environnemental à chaque fois avec Lost in the Swell, mais c'est bien beau d'avoir des vélos en bambou, mais quand tu prends l'avion et que tu traverses la moitié de la planète, ben ça change pas grand-chose. Donc peut-être voyager différemment, peut-être moins voyager, mais voyager plus longtemps. Peut-être voyager mais en bateau, avec d'autres moyens de transport que de prendre l'avion. Ok. Ouais, non, c'est une bonne remarque. Et ouais, ça va faire déjà 1 heure qu'on discute. Merci déjà de prendre tout ce temps. Je voulais juste terminer par une question avant qu'on se quitte. Si tu devais conseiller à quelqu'un de se lancer dans ce format de film et de road trip, et de surf trip, pour être plus précis, qu'est-ce que tu lui conseilles? Eh ben déjà de le faire avec de très bons potes, qui connaît bien, qui pense avec qui ça pourrait correspondre, d'être voilà, peut-être un peu moins dans le confort, etc. Et ensuite, ben ouais, de monter le projet en fonction de ses envies personnelles, peut-être en réfléchissant à des aspects qui peuvent intéresser différentes marques ou différentes personnes à travers du sponsoring ou comme ça se fait beaucoup maintenant, du crowdfunding. Et ensuite, ben, de se lancer. Hein. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.